Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour cette première conférence organisée par l'agence Mojo en collaboration avec le Hope. J'ai le plaisir de vous présenter autour de la table Koen, qui travaille chez Fairtrade. Nous avons aussi Sylvestre, expert cacao trèche chez Puratos, et Erwin, qui est le fondateur de la coopérative Faircoop. Nous allons donc parler aujourd'hui des liens possibles entre le développement durable et la justice sociale. En effet, les termes de développement durable, de commerce équitable, de RSE, on le vend en poupe. On voit tous les ans fleurir de nouveaux labels. Les entreprises, elles aussi, se mettent au vert. Bref, tout laisse à penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le développement durable serait la solution aux problèmes de notre société, celle qui permet une amélioration globale de la situation, tant sur le plan de l'économie que de l'écologie et du social. Or, tout n'est malheureusement pas si simple. De nombreuses inégalités perdurent, notamment au niveau du travail des enfants. De nombreux producteurs, aussi bien dans les pays du Sud que du Nord, continuent à être très mal rémunérés et l'égalité homme-femme n'est pas encore toujours observée. On peut du coup se demander quel est l'impact des organisations et de la justice sociale. Donc je vais laisser la parole à Koen pour nous expliquer la position de Fairtrade par rapport au sujet. Merci. Merci beaucoup Camille. Donc, je vais aussi me présenter. Donc, je m'appelle Koen Vantros, je travaille pour Fairtrade Belgique maintenant depuis le mois de février. Et je suis responsable en presse et en plaidoyer. Et donc là, je vais vous parler un peu sur comment Fairtrade justement veut contribuer à un monde plus durable, justement en travaillant sur ce concept de justice sociale. Parce que nous, on trouve souvent que ce pilier social et ces piliers socio-économiques, en fait, de la durabilité, sont souvent un peu le parent pauvre des discours autour de la durabilité, qui concernent plus tout ce qui concerne l'environnement, climat, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que la justice climatique, en fait, elle est très liée aussi à la justice sociale. Et donc, je vais vous expliquer un peu sur comment en fait Fairtrade essaye de contribuer à un monde plus durable selon deux manières. Donc, la première manière que je vais vous présenter un peu, c'est le système Fairtrade. Tout le monde a une certaine idée par rapport à ce que c'est le système Fairtrade, mais en fait, c'est un peu compliqué pour les gens qui ne travaillent pas là-dedans. Moi, je viens de commencer, je me rends compte en fait que c'est beaucoup plus compliqué ce que je croyais. D'abord, en fait, l'objectif du système Fairtrade, pourquoi est-ce que ça existe? Actuellement, en fait, il y a à peu près 800 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté et 3/4 de ces personnes, en fait, ce sont des producteurs qui produisent donc la nourriture. Et donc, c'est pour eux, en fait, que le système Fairtrade a été mis en place. Le système Fairtrade, en fait, c'est développé par une ONG. Donc, moi, je travaille pour le pendant belge, qui est donc Fairtrade Belgium, qui est une ONG. Donc, à la base, on est une ONG comme les autres, mais ce qui nous différencie un peu par rapport aux autres ONG, c'est qu'on n'a pas une ONG qui met en place des projets de développement. Donc, nous, en fait, notre vision, c'est trade, not aid. Donc, il faut changer le système commercial pour que le système commercial devienne plus humain. Et c'est en fait ce qu'on essaye de réaliser, donc créer un peu une espèce de cercle vertueux où l'humain est au centre. Et ce système Fairtrade, il est basé sur plusieurs principes. Donc, vous les voyez là. Donc, un principe assez important, en fait, c'est le co-ownership. Donc, le fait que le système soit aussi approprié par les agriculteurs. Et ça se voit, par exemple, au niveau de l'Assemblée générale de Fairtrade International, qui est donc l'organisation mère de Fairtrade, qui est basée à Bonn. Et là, en fait, 50% des votes sont donnés par les associations de producteurs. Puis ce qui est très important aussi au niveau du système Fairtrade, ce sont les standards. Les standards, en fait, ce sont les critères qui vont définir si une association va avoir donc, le certificat ou le label Fairtrade. Donc, je vais revenir là-dessus tantôt. Et puis, il y a deux éléments qui sont peut-être les plus emblématiques pour le système Fairtrade, à savoir le prix minimum. Donc ça, tout le monde le sait, hein, le prix minimum au niveau du système Fairtrade, c'est comme une espèce de filet de sécurité qui est activé lorsqu'il y a des chutes des cours mondiaux, du prix des cacao par exemple, ou du café. Et c'est un prix qui permet de couvrir les coûts de production de base. Mais en plus de ça, on a aussi la prime Fairtrade. Et la prime Fairtrade, c'est une prime, c'est un montant fixe qui est payé par volume, donc par exemple tonne de cacao, qui est payé à la coopérative. Et la coopérative, en fait, c'est un acteur très, très, très important au niveau du système Fairtrade.
Et ça renvoie aussi au principe de democracy and empowerment que vous pouvez aussi voir dans le slide. Donc, en fait, on essaye de vraiment travailler là-dessus au niveau du système Fairtrade. Alors, par rapport aux standards, et ça renvoie aussi aux différents aspects de la durabilité, donc on essaye de travailler sur ces trois aspects-là, donc People, Planet et Prosperity, et donc ça renvoie à la durabilité sociale, économique et environnementale. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans les critères Fairtrade, il y a aussi des critères qui sont liés à l'environnement. Donc, comme par exemple, il y a une introduction sur l'usage des OGM, il y a aussi des restrictions assez claires par rapport à l'usage des pesticides, etc. Donc, l'environnement, en fait, il est très bien présent aussi au niveau du système Fairtrade. Puis, au niveau social et au niveau économique, en fait, ça renvoie aussi au prix minimum et à la prime que je viens de vous expliquer tantôt. Ça, en fait, c'est un peu comme comment le système fonctionne. Donc, vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense parfois. Là, tout en haut, à droite, vous voyez donc les organisations nationales Fairtrade. Donc, comme Fairtrade Belgique est une organisation nationale Fairtrade. Et puis, de l'autre côté, il y a les organisations de producteurs. Et ensemble, par exemple, ils vont définir aussi les standards pour donc la certification Fairtrade, comme par exemple pour le café, pour le cacao, etc. Et donc, il y a toujours ce principe de co-ownership qui est très important pour le système Fairtrade. Puis il y a un organisme indépendant au sein du système qui s'appelle FlowCert, qui va faire des audits réguliers des différents acteurs que vous voyez là, donc des coopératives, des traders, donc des entreprises, etc., pour voir en fait s'ils respectent bien les conditions qui sont donc mises dans les standards. Et c'est un peu comme ça que le système fonctionne. Et donc le rôle des producteurs, en fait, il est essentiel. Et les producteurs, ils sont représentés donc dans le système. Ils sont organisés par continent. Donc pour ce qui est l'Amérique latine, par exemple, il y a la CLAC. Donc par exemple, pour les bananes, il y a beaucoup de bananes Fairtrade qui viennent de l'Amérique latine. Puis il y a Fairtrade Africa, qui a son siège à Nairobi, qui est représenté aussi dans le système Fairtrade. Et puis il y a le NAP pour tout ce qui concerne l'Asie. Maintenant, comment ça fonctionne, le processus de certification? Et ça, c'est quand même assez important parce que ça explique un peu aussi le financement du système Fairtrade. Donc, il y a trois transactions financières qui sont faites au niveau du système Fairtrade qui sont assez importantes. Donc, la transaction la plus importante, c'est que le producteur, il est payé correctement, donc avec le prix Fairtrade et la prime, et donc qui est payé par celui qui entre premièrement en contact avec le producteur qui va acheter donc les fèves de cacao, les bananes ou quoi que ce soit. Et puis il y a donc aussi un certification fee qui doit être payé. Et donc ça, c'est un montant qui est payé, donc une transaction financière à FlowCert qui va donc être payé pour faire les audits. Donc tous les acteurs qui sont là, qui sont certifiés Fairtrade, ils doivent payer aussi cette prime. Et puis il y a aussi un licensing fee qui est aussi donc payé aux organisations nationales de Fairtrade. Et c'est ça qui va faire fonctionner un peu le système. Et c'est assez important à savoir comment ça fonctionne parce que ça explique aussi le raisonnement derrière. Puis par rapport au Fairtrade Belgium, nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'agir sur les trois piliers qui sont les plus importants selon nous pour réaliser un monde plus durable et pour aller vers cette transition vers plus de justice sociale en Belgique. Et donc là, on travaille avec les entreprises. On essaye de travailler un peu, de travailler avec les entreprises à ce qu'ils transforment des produits Fairtrade comme le cacao ou qu'ils vendent des produits Fairtrade comme les bananes, etc. Et donc on a toute une équipe qui travaille là-dessus, qui va chercher de nouveaux clients, de nouvelles entreprises, etc. Mais puis on travaille aussi sur la consommation, parce qu'il faut aussi travailler sur la demande. Et donc on essaie de travailler sur la sensibilisation, sur comment montrer donc, le lien entre le Fairtrade et la justice, par exemple. Et puis il y a aussi une partie de notre travail qui est très important, et ça me concerne moi-même, parce que ça fait aussi partie de mes responsabilités, et c'est le plaidoyer politique. Donc on essaie aussi de changer les règles. Donc là, par exemple, on est très actif sur un processus législatif qui est en cours au Parlement, qui concerne donc le devoir de diligence des entreprises et qui va justement contraindre les entreprises à tenir compte de leur impact sur l'environnement et sur les droits humains. Et ça, c'est pour vous expliquer un peu l'approche systémique qu'on a avec Fairtrade Belgium.
Et pour vous donner un exemple d'impact en termes de primes qu'on a générées l'année dernière, donc la prime qui est payée aux coopératives, c'est comme ça que nous, on essaye de mesurer notre impact parce que c'est ça qui va finalement directement à la coopérative. Là, vous voyez un peu les résultats qu'on a pu avoir. Donc l'année dernière, on a pu générer des primes pour un montant de 3,4 millions d'euros. Maintenant, le deuxième volet, et j'ai presque fini, c'est ce qu'on fait sur le living income. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le living income, mais en français, on appelle ça le revenu vital. Et le revenu vital, en fait, si vous voulez, c'est un droit humain. Donc, ça a été remis aussi en tant que tel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais le problème, c'est que bien sûr, ce n'est pas toujours respecté. Et ça renvoie en fait à ces composants que vous voyez là, donc les coûts d'hébergement de base, mais aussi les coûts de base dont on a besoin pour s'habiller, pour envoyer ses enfants à l'école, pour les vêtements, etc., plus un petit peu extra pour les événements inattendus. Et on travaille là-dessus avec Fairtrade selon plusieurs manières. Là, vous voyez un peu le framework, c'est assez compliqué, je pense, pour essayer d'expliquer ça. Mais ça, c'est pour vous dire, c'est une autre manière qu'on essaye de développer pour assurer en fait notre contribution à la justice sociale. Et là, je vais vous expliquer deux façons selon lesquelles on le fait. Donc, une, c'est à travers le plaidoyer. Donc, on est membre d'une plateforme qui s'appelle Beyond Chocolate, qui justement travaille sur ce living income et qui veut donc réaliser certains résultats par rapport à ça. Et donc là, vous le voyez là. Donc, en 2030, on voudrait que tous les producteurs de cacao qui approvisionnent le marché belge, donc on estime que c'est à peu près 275 000 producteurs de cacao, que eux, en fait, ils ont justement accès à ce revenu vital. Et donc, nous, on travaille là-dessus, donc ensemble avec l'industrie, la société civile et tout le monde, on réfléchit à des manières sur comment y arriver. Et on essaye aussi de tenir responsables aussi ceux qui ont le plus de pouvoir dans la chaîne de valeur. Mais puis on travaille là-dessus aussi dans notre approche commerciale. Et justement, on va travailler par exemple avec Oxfam, Tönnies et Lidl pour que eux, en fait, ils mettent du chocolat sur le marché qui permet justement aux producteurs d'atteindre ce living income. Le living income, en fait, qui est plus élevé que le prix minimum qui est payé donc par le système Fairtrade. Et donc voilà, ça c'est un peu comment nous on essaye de contribuer à cette justice sociale à travers le living income et le système Fairtrade. Merci. Merci Koen. On parle aujourd'hui de chocolat, tout le monde aime le chocolat, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de producteurs dans le monde qui sont payés moins de 2 $ par jour de travail dans des conditions très difficiles. Il y a encore beaucoup d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao. Sylvestre, tu es l'expert Cacao 13 chez Puratos. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Cacao 13 et quels sont les engagements pour répondre à ces problèmes? Merci. Bien, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Peut-être pour aller, je vais aller droit au but en disant, je travaille pour Cacao 13. C'est vrai, Cacao 13, c'est le programme de durabilité de Puratos. Et en fait, Puratos, nous, on produit du chocolat depuis 1988 et on est arrivé dans le chocolat par un constat. C'est qu'on voyait que les grandes firmes chocolatières belges quittaient la Belgique et qu'il y avait un risque de perdre le savoir-faire du chocolat belge qui s'exportait. La plupart des entreprises allaient en Suisse. Et notre fondateur, qui est un amoureux de chocolat, a vraiment voulu faire en sorte de préserver ce savoir-faire belge. Et donc, Belcolade s'inscrit vraiment dans la pure tradition des chocolats belges. Et c'est dire qu'au moment de notre création, il y avait donc déjà l'idée de ce goût du chocolat. Mais seulement, le goût du chocolat est menacé depuis 3 décennies environ, par toute une série de choses qu'on peut voir ici. Et on va voir que si on regarde le panorama du chocolat aujourd'hui, on va voir que ce qui caractérise ce chocolat, c'est que premièrement, il y a une inégalité de répartition des profits. Et dans cette inégalité de répartition de profits, on voit que la pauvreté est quelque chose qui revient. Souvent, les planteurs sont très, très pauvres. Et je vais peut-être me mettre... voilà.
On voit que les planteurs sont extrêmement pauvres. On a dit tout à l'heure, ils gagnent moins de $2 par jour. Et c'est quelque chose qui est intolérable. On voit également qu'en ce qui concerne le cacao, c'est des petites familles, de toutes petites familles, qui n'ont pas de voix, hein, qu'on n'écoute pas du tout, et qui ont beau crier et personne ne les écoute. Autre chose, on voit qu'il y a la déforestation. On voit que le chocolat est très souvent associé à la déforestation. On peut voir aujourd'hui dans la plupart des pays qui produisent, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Côte d'Ivoire, on a vu un recul des forêts dans ces pays. Il y a le travail des enfants également. On pense aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 millions d'enfants qui sont encore en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire dans un travail forcé dans les plantations de cacao en Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a une égalité de traitement entre hommes et femmes. On sait que les terres sont héritées de père en fils et que les femmes ont très peu accès aux terres et du coup, elles ne peuvent pas avoir de cacaoyères alors qu'elles y travaillent parfois beaucoup plus même que les hommes. Et toutes ces inégalités, tous ces problèmes-là menacent le goût du chocolat. Il est très vrai que quand on mange un chocolat, si on pense que ce chocolat, il vient il a du travail des enfants, le goût de ce chocolat, on le perd. Si on sait qu'il vient d'un cacao de déforestation, mais on perd le goût de ce chocolat. Mais c'est en raison de tout cela, hein, qu'à Belcolade, hein, à Puratos, on a créé Cacao 13. On a vraiment créé Cacao 13 pour combattre tous ces fléaux-là et pour avoir une chaîne de cacao qui est beaucoup plus propre, permettre aux gens de pouvoir continuer d'aimer leur chocolat et de manger leur chocolat sans pour autant ressentir tout ceci. Alors, la question est, oui, vous promettez de lutter contre ça, comment le faites-vous? Comment le faites-vous? Et évidemment, nous, notre stratégie, elle est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est créer de la valeur. Quand on crée une valeur tangible que tout le monde, que les consommateurs peuvent percevoir, évidemment, ils seront prêts à mettre un peu plus pour acquérir cette valeur-là. Il est difficile de dire aux gens qu'ils achètent quelque chose dont ils connaissent le prix et de leur demander de mettre beaucoup plus d'argent pour l'acquérir. Et nous disons, il y a un déficit dans cette filière, il y a des gens qui sont au bout de la chaîne qui n'ont pas de revenus et que personne n'est prêt à prendre sa part pour leur donner. Et nous disons, nous allons créer de la valeur et cette valeur que nous allons créer est une valeur additionnelle, un bénéfice additionnel et ce bénéfice additionnel qui n'appartient à personne donc. Pour le moment, on va le donner en priorité aux planteurs. Donc, nous créons de la valeur. Comment créons-nous la valeur? Nous construisons des centres de fermentation. Nous construisons des centres de fermentation dans lesquels nous allons accueillir des fèves fraîches que nous allons fermenter nous-mêmes. Vous allez vous demander qu'est-ce que ça apporte ici. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous faites du vin, vous savez très bien que si vous fermentez très bien votre vin, vous allez avoir un vin de qualité supérieure. Mais le chocolat est un produit fermenté, mais comme le vin. Et la fermentation impacte le goût du chocolat, mais comme avec le vin. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on laisse les planteurs fermenter avec un savoir-faire qui est, oui, celui qu'ils ont toujours eu, et on mélange tout ça. Et donc, on a un vin qui est un peu moyen. Mais nous disons, non, nous allons faire un vin d'expert. Nous allons prendre les fèves fraîches et nous allons les fermenter nous-mêmes et les amener à un niveau de fermentation qui va permettre un chocolat de goût supérieur. Et cela va créer de la valeur, puisqu'on va donc demander à nos clients d'acheter cela un peu plus cher. Et une fois que cette valeur-là est générée, nous allons la partager avec les planteurs. Comment partageons-nous la valeur avec les planteurs? Pardon, j'étais vite. Nous la partageons justement en payant, en plus du prix Borchon, nous payons une prime qualité, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, la prime Fairtrade, nous payons une prime qualité. Notre prime est une prime qualité. Mais au-dessus de cette prime qualité, nous payons en plus quelque chose que nous sommes les seuls à avoir dans le secteur, dans la filière aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le bonus chocolat. Et le bonus chocolat, mais chaque fois que nous vendons du chocolat Cacao 13, nous
chargeons. Nous ne demandons pas. Nous imputons. Si quelqu'un, tu ne veux pas payer, nous demandons de payer 10 cents par kilogramme de chocolat Cacao Trace. Et celui qui ne veut pas payer ces 10 cents, nous ne lui vendons pas ce chocolat-là. Celui qui va avoir du Cacao Trace, tu dois payer, en plus du prix que nous fixons pour le chocolat, le prix qui nous permet de faire vivre, de vivre, nous taxons 10 cents. Et ces 10 cents, nous les collectons et nous les envoyons aux planteurs. Et je termine ici avec le troisième pilier de notre stratégie, qui est vraiment un engagement avec toutes les parties prenantes pour un chocolat durable, pour un chocolat qui est prospère, une filière qui est prospère pour tout le monde, et pas seulement pour les entreprises. Je ne vais pas la faire beaucoup plus long en matière de qu'est-ce qu'est Cacao Trace. Peut-être que vous vous dites, oui, lui, il parle surtout que j'ai un petit peu le chapeau ici de l'industriel qui est, c'est lui qui prend tout l'argent. Mais je vais vous montrer qu'en tant qu'industriel, on peut être industriel et avoir énormément d'éthique. Et c'est ce que je pense que nous sommes. Et je vais vous montrer les résultats. Les résultats de notre politique. Vous voyez là, on a nos centres de fermentation, on en a différents à travers le monde, et vous voyez que nous produisons un chocolat de qualité supérieure, et je vais arriver rapidement aux réalisations. Voilà, je vais passer plus rapidement. Alors, qu'est-ce que cela donne? C'est que Cacao Trace, comme je disais, c'est un prix Borchamp, comme tout le monde, le prix standard, une prime qualité, et puis alors le bonus chocolat. On va voir ici, qu'est-ce que nous faisons avec ce bonus chocolat? Tous les projets que je vais vous montrer ici sont des projets qu'on a réalisés en 2 ans. Et je pourrais même dire en 1 an. Tout ce que vous allez voir qui arrive ici et qui est fait avec le bonus chocolat. Je dis en 2 ans parce que cette école, la première école qu'on a construite en Côte d'Ivoire, ça c'est en 2019, revenu qui vient du bonus chocolat. C'est une école de 6 classes dans un village à Abdoulaye Kro en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, cette école, c'est une fierté. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi dans les plantations de cacao de l'âge de 6 ans avec mon grand-père qui m'a appris le respect de la nature et des planteurs. Et j'ai commencé l'école dans une petite école du village, étant assis sur un tronc d'arbre en écrivant sur une ardoise sur mes genoux. Quand j'ai été invité pour inaugurer cette école, je peux vous dire que c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande réalisation en tant que travailleur. Et ça, c'est le résultat de Cacao Trace, 10 € cents. 10 € cents. Juste 10 € cents. Et puis alors, tout ceci, 2020, nous avons maintenant 4 puits, 4 forages qui donnent de l'eau. Vous voyez là, c'est des cuves de 5000 litres équipées avec des panneaux solaires qui permettent d'alimenter les villages. Ça alimente 2000 personnes en Côte d'Ivoire. 10 € cents. 10 € cents. Et vous voyez ici, ça c'est une cantine dans l'école de Grand Gréléon, où on accueille des enfants dans l'école sur le temps du midi pour qu'ils ne rentrent pas dans les villages et puissent manger quelque chose à l'école. 10 € cents. 10 € cents. Et vous voyez ici 500 kits scolaires que l'on distribue aux enfants de cacaoculteurs. Et dans les kits, dans les sacs que vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour une année scolaire. Livres, cahiers, bics, jusqu'à la craie. 10 € cents. Et une maternité de 10 lits en Côte d'Ivoire et qui accueille des femmes enceintes à 20 km à la ronde. Et celle-ci a été construite encore cette année. 10 € cents. 10 € cents. Et vous voyez, on ne s'arrête pas seulement en Côte d'Ivoire, ça c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, encore une école en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le village de Négri, ça c'est dans la communauté Yangourou, 10 € cents. On en a une autre dans la communauté Angoram, toujours, mais cette fois-ci dans le village de Nindiwi, 10 € cents. 10 € cents. Et ici c'est au Vietnam, on a ici des petits, une école qui accueille 30 élèves dans le village de Daklak au Vietnam, encore 10 € cents. Voilà, puisqu'on parle, et je vais terminer par ça, puisqu'on parle de la responsabilité des entreprises et que j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce que Puratos fait pour essayer d'apporter cette balance de l'injustice sociale à côté des gains
que les entreprises peuvent avoir à se faire. J'ai essayé par cette petite présentation de montrer qu'on peut être une entreprise qui fait des bénéfices. Moi, je n'ai pas à me cacher à dire que Puratos, ah voilà, je continue de parler, je n'ai pas à me cacher à dire que Puratos gagne très très bien sa vie, et on n'en a pas honte. Mais je voudrais que vous sachiez que on gagne cette vie-là en faisant un business éthique, et dans lequel on redonne, on partage, et ben voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que cela vous convainc. Merci. On va montrer une petite vidéo pour expliquer en images. 1, 2, 3, c'est parti. Tu peux appuyer sur la télécommande. Moi, quand je vois ma petite fille aller à l'école, je suis content. Je suis content parce que moi, je n'ai pas parti à l'école. Donc, quand je vois ma petite fille comme ça, là, je suis très fière d'elle-même. À Modiro Dawi Béatrice, je vis à Gré-Léon, département de San Pedro. Je suis productrice de cacao. Ma vie était dure. C'était très 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 difficile même pour payer l'école de mes enfants. J'avais des problèmes. Je suis ici, j'accompagne ma petite fille parce qu'elle reçoit kit scolaire aujourd'hui avec Cacao Triste. Depuis ici, rentré dans Cacao Triste, voilà le village, la cantine, voilà l'eau potable, voilà un kit scolaire on vient de donner à l'enfant. Je peux dire juste un dernier petit mot à propos de ce film qui a été tourné par BBC. BBC qui a fait toute une série de vidéos. Ils ont screené le monde entier pour voir des initiatives qui pouvaient inspirer d'autres entreprises sur la façon de faire le business. Et ils ont choisi 22 projets à travers le monde. Et de ces 22 projets, il y a un petit projet, un tout petit, qui est celui pour lequel je travaille, Cacao Trace. Et c'est ce que vous venez de voir ici. Il faut savoir que le monde consomme 5 millions de tonnes de cacao par an. Et le projet sur lequel je travaille, c'est une toute petite partie. Et BBC a été trouvé ça un petit peu comme une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas moi qui dis que le programme est beau, c'est eux qui disent. Et évidemment, vous pensez bien mon avis sur cela. Merci Sylvestre. Je vais maintenant laisser la parole à Erwin, qui est à la fois producteur laitier et aussi directeur et fondateur de la coopérative Faircoop. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelles sont tes propositions pour garantir un revenu correct aux producteurs? Je sais maintenant que tu travailles aussi dans les fruits, dans la viande. Donc voilà, je te laisse la parole pour nous expliquer. Merci. Salut, bonjour tout le monde. Merci d'avoir invité aussi un producteur, quelqu'un qui est sur le terrain, c'est-à-dire j'ai une exploitation laitière ensemble avec mon fils à Amblève, près de Saint-Vite, c'est-à-dire j'ai fait presque 200 km ce matin pour venir ici. Et voilà, on a créé quelque chose, je partage en grande partie l'avis de mes deux collègues à ma droite, mais vraiment pas tous, parce que moi je veux vraiment vous expliquer un peu la vie d'un agriculteur, comment nous autres on voit les choses. Alors en 2009, il y avait la grande crise laitière. Peut-être vous rappelez, toutes les manifestations ici à Bruxelles, on a fait un épandage de lait, de 3 millions de lait à Ciney. On a jeté pendant les années après du lait sur le Parlement européen. On a balancé de la poudre de lait avec Kuhn en plus à ce moment-là. Et c'est clair, pendant la grande crise laitière, le consommateur il nous a demandé « Oui, mais comment est-ce que moi je peux vous aider? Quel lait est-ce que je dois acheter ?» Et nous autres, à ce moment-là, on n'avait pas de réponse. Alors pour nous, je pense que c'était ça, la plus grande idée qu'on a eue, c'est-à-dire il faut lancer une marque de lait, une marque d'un lait équitable. Aujourd'hui, quand vous faites les courses pour acheter du lait,
Soit vous êtes obligé d'acheter du lait des enseignes, les Delhaize, les Carrefour, les Colruyt, ou des grands multinationales comme les Lactel de Lactalis, le lait Campina ou le lait Joival qui appartient aux Hollandais. Mais aujourd'hui, on est la seule marque de lait qui est sur le marché en Belgique. Et en plus, si on veut que le consommateur achète le lait plus cher, ben, il faut qu'on a absolument aussi des visions et un projet derrière. Alors notre slogan, il est pour la Belgique, même on a des projets aussi en France, mais qui est géré par là. Bienvenue dans un monde plus équitable. Et vraiment, quel monde, quelle agriculture est-ce qu'on veut dans l'avenir? Tout le monde parle de l'écologie, tout le monde parle de changement climatique. Et c'est clair que nous, les agriculteurs, on est la base. C'est nous autres qui travaillons la terre. C'est nous autres qui nourrissons la population. Désolé, mais si demain il n'y a plus d'agriculture, mais vous n'avez rien à manger, alors on peut la critiquer, on peut la trouver bien, mais peut-être, et ça c'est notre job, de la rendre vraiment un peu meilleure et un peu plus équitable. Et c'est pour ça que voilà, on a créé une gamme de produits, du lait chocolaté, de la crème glacée, du fromage. Et maintenant, depuis 1 an, on a aussi des pommes et des poires, Ferbel équitable. On vient de lancer la filière viande, aussi équitable. En 2015, on a ouvert la coopérative aux consommateurs. C'est-à-dire que vous tous, vous êtes ici, demain vous rentrez, vous pouvez acheter des parts consommateurs chez nous dans la coopérative. Une part, c'est 50 €, mais c'est limité à 500 €. Pourquoi est-ce qu'on a plafonné ça? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un industriel qui vient acheter les parts et qui prend le pouvoir dans la coopérative. Chaque année, on donne une rémunération nette de 6%. Je pense que aussi, c'est un investissement, mais vous n'allez pas récupérer de l'argent. Vous allez, par exemple, vous investissez 500 € fois 6%, ça fait 30 €, mais vous n'allez pas recevoir 30 €, mais vous pouvez avoir des produits gratuits pour une valeur de ces 30 €. Et aujourd'hui, on a plus que 500 agriculteurs de toute la Belgique qui sont membres, c'est-à-dire l'autre coopérative. On l'a créée en 2009 avec 8 agriculteurs. Ben aujourd'hui, on a grandi, on a intégré les consommateurs. Juste pour un chiffre, l'année passée, on a vendu 14 millions de litres de lait. On était très fiers parce que notre objectif, c'était toujours de vendre 1 litre de lait équitable par habitant. Et du moment qu'on l'a, aujourd'hui, on peut dire que même plus, j'espère que cette année-ci, ce sera 1,5 litre par habitant en Belgique, les gens qui ont acheté un lait équitable ou du fromage. Alors, quelles sont nos valeurs? Aujourd'hui, il faut savoir, quand vous allez acheter n'importe quel produit dans la distribution, il y a un prix. Après, tout le monde enlève ses frais, ses coûts. Et à la fin, tout ce qui reste, ça, c'est ce qu'on donne aux producteurs de la matière première. Alors pour nous, on veut vraiment inverser ce système-là. C'est d'abord, on regarde quels sont les coûts de production pour le producteur. On a fait une étude vraiment neutre, reconnue aussi par l'Europe. Si l'agriculteur il veut avoir un revenu, ben, le minimum qu'il doit avoir 45 cents pour son litre de lait à la ferme, du moment qu'il quitte la ferme. Alors ça, sur tous les produits, c'est la base du calcul, parce que si on veut que l'agriculture familiale, l'agriculture durable, avec tout l'environnement, le respect climatique qu'on demande aux producteurs, si on veut que ça se fait, ben, il faut commencer par en bas, de rémunérer le producteur correctement. Alors équitable pour nous, c'est clair, c'est équitable aussi pour le consommateur. La première chose, il faut que le consommateur, du moment qu'il achète nos produits, qu'il est sûr que tout le monde est rémunéré correctement dans toute la chaîne. On a plein des trucs de qualité dans nos produits. Et je pense que c'est important. Si on veut que le producteur a son revenu, le consommateur doit le payer. Désolé, mais ça a un prix. Tout le monde qui veut que acheter des produits de bas de gamme, ça ne fonctionnera pas.
Et en plus, je pense que c'est important, ça ne suffit pas d'acheter belge aujourd'hui. C'est bien d'acheter belge, mais si à la fin, l'agriculteur ne touche pas son prix correct, ça ne sert à rien de payer plus cher, d'acheter belge. Je vois aujourd'hui toute la communication, les Colruyt, Carrefour, Delhaize, les grandes marques, tout le monde prend l'image d'un agriculteur et tout le monde dit, voilà, on soutient l'agriculteur. Alors à la fin, si on creuse un petit peu, oui, mais quel est le montant qui arrive chez le producteur? Prouvez-le-moi. Ben après, on n'entend plus rien. Et je peux vous assurer, sur chaque litre de lait que nous autres, on vend, il y a l'argent qui est mis de côté. Et l'année passée, on a versé 2 millions d'euros en direct à nos membres. Et on peut prouver de chaque agriculteur dans notre coopérative, tu peux lui appeler, est-ce que toi, tu as reçu un bonus pour ton lait? Et ça, c'est la clé. Alors, c'est clair, équitable, ça veut dire aussi pour le bien-être des vaches. Je ne vais pas citer tous les éléments. C'est clair, la planète aussi, on a une responsabilité pour la planète. C'est tout nouveau, ça va sortir maintenant de début octobre. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore communiqué vraiment très grand, c'est-à-dire on va changer tout notre packaging. On va aller vers un packaging biosourcé, c'est-à-dire ce sera moins 36% d'émissions de CO2 en moins. Ce sera 180 000 kilos de plastique fossile en moins. L'emballage autour, le plastique, on va le mettre, on ne va plus l'utiliser, on va l'emballer en carton. Ça a pris 2 ans avant qu'on a pu réaliser tout ça. Voilà, on est toujours une petite coopérative qui est gérée par des agriculteurs. On essaye de faire le maximum. Ce n'est pas toujours facile parce que la concurrence, la pression dans les négociations avec la distribution, je le vois maintenant avec les pommes et les poires, avec la viande. C'est clair que la distribution veut avoir tout le commerce dans sa main, sous leur propre marque. Et ça, c'est le grand succès qu'on a eu. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a eu? À cause de tous les consommateurs qui ont acheté nos produits. À cause qu'on a trouvé des partenaires avec lesquels on a pu travailler ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on n'est qu'au début, je dis. C'est vraiment un travail de fond aussi. Chez nous, les agriculteurs, on doit quitter le mot producteur. Producteur, ça veut dire que tu produis. Et on nous a éduqués à produire. Je pense que n'importe dans quelle spéculation alimentaire, la production, elle est au top. Mais après, l'éducation aussi que moi j'ai eue, on a mis fin à la production. Tout ce qui est commercialisation, ça, ne vous occupez pas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas contents avec nous parce qu'on a recommencé à s'occuper de la commercialisation, d'avoir une marque, de travailler avec les citoyens. Et on était les premiers. Je me rappelle bien en 2009 quand on a dit on va rentrer dans le commerce équitable. Ben, tout le monde a dit on va lancer une marque. Tout le monde, des personnes, même les organisations Fairtrade comme Oxfam, tout le monde, voilà, oui, ok, essayez. Mais il y a beaucoup de cœur chez tous nos membres là-dedans. Et voilà, ici, on vient de lancer la filière des pommes et des poires. La nouvelle récolte va être mise en magasin cette semaine-ci ou la semaine prochaine, dans les 2 prochaines semaines, parce qu'on ne veut pas juste rester pour les producteurs de lait. C'est vraiment, on veut essayer de fédérer les fruiticulteurs, les viandeux, les laitiers, les consommateurs, sous un projet global. On a les consommateurs qui sont chez nous dans le conseil d'administration, avec un droit de vote. À l'Assemblée générale, les consommateurs sont invités et ils peuvent se prononcer. Et c'est très compliqué pour nous à mettre en place. Alors, comme on parle aussi du Fairtrade, nous autres, dans le lait chocolaté, le cacao, il est certifié Fairtrade. Mais pour nous, la certification Fairtrade ne va pas assez loin. Bon, c'est une discussion interne de trucs, mais nous autres, on a dit sur chaque berlingot de lait chocolaté, nous autres, on met encore 1 cent en plus et on soutient un projet, le Women's School of Leadership en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que notre projet, il va beaucoup plus loin que juste faire le combat ici pour les membres ici. Alors ça, c'est un projet qui me tient aussi à cœur. C'est-à-dire on a travaillé longtemps avec le Burkina Faso et avec le Mali. Et là, je ne suis pas tout à fait toujours d'accord. C'est la première fois qu'on se voit avec Puratos. Et ce qu'on voit, il y a les grands groupes multinationaux qui viennent là-bas améliorer leur image. Je ne vous connais pas vos projets, mais je parle dans le monde laitier, c'est Arlac, c'est Campina, c'est Lactalis. Ils viennent là-bas et ils montrent à tout le monde, voilà, regardez ce que nous autres, on construit de l'eau, on construit des écoles, on construit tout ça et tout ça. C'est clair, ça fait partie aussi de leur image qu'ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ça lui intéresse. Mais comme moi, quand j'étais encore il y a 2 mois au Mali, j'étais au Burkina, normalement je vais aller en Niger aussi bientôt, et les gens sur place, les agriculteurs, les producteurs de lait, ils disent on en a marre, on ne veut plus juste avoir la pitié des multinationales qui viennent ici investir chez nous et après se profiler leur image. Alors nous autres, on a fait l'inverse. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Oxfam, avec SOS Fin. J'étais voir sur place, est-ce que c'est vraiment vrai? Et je me dis non. Nous autres, on veut avoir un commerce équitable nord-nord. Il faut un commerce équitable sud-nord. Mais dans l'avenir, il faut aussi avoir un commerce équitable sud-sud. Et pour ça que nous autres, dans le lait, on a fait le même projet qu'en Belgique. Aider leurs agriculteurs à la construction d'une marque. La marque Fer Faso, Fer Mali, Fer Niger, on travaille aussi dans le Sénégal, appartient au monde agricole, qui commence à avoir une valeur ajoutée dans la commercialisation de leurs produits, que là, le bénéfice, il reste chez eux, qu'ils doivent le gérer eux-mêmes, au lieu de juste dire, voilà, ici vous avez 100 000 euros ou 1 million d'euros, je ne connais pas les montants, on va vous construire un puits, on va vous construire une école, on vient ici faire des photos. Alors c'est une autre démarche, ça prend beaucoup plus de temps, comme nous aussi en Belgique, la création d'une marque a pris énormément de temps, énormément d'énergie. On voit au Burkina maintenant, il y a une mini-laiterie qui commence à générer du bénéfice dans la commercialisation chez eux. Voilà, ils ont maintenant du nouveau matériel qu'ils arrivent à s'acheter. Ils vont faire maintenant à Ouagadougou, dans 4 régions, des maquis de vente, des magasins de vente pour trouver le consommateur. Alors, vous voyez que nous autres, on n'est pas juste là pour faire la commercialisation du lait. Et je le répète, on a besoin cet ensemble des différentes structures. On a besoin des supports. Lui, il a parlé de tout son beau projet de cacao. Je lui ai dit déjà tantôt, oui, mais ici, on est dans un débat. Alors, si dans un débat, on ne discute pas, alors on ne faut pas. Alors, je me dis que c'est bizarre. Vous faites plein de bonnes choses pour le cacao, mais on le sait que si vous mangez du chocolat, il y a du lait dedans. Si vous faites un yaourt avec des pommes et des poires, ou je ne sais pas, les produits que vous faites des gâteaux avec des pommes et des poires, voilà, on en a ici en Belgique. On a de la poudre de lait aussi en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours du commerce équitable et qui est génial? Je ne veux vraiment pas rien dire contre ça, mais moi aussi, je me bats pour mes agriculteurs, nos agriculteurs ici en Belgique. On a une responsabilité. Alors j'espère que aussi ces grands groupes, dans l'avenir, qu'ils changent aussi leur vision et qu'ils essayent de travailler en partenariat. On voit maintenant, on a un partenariat avec Café Liégeois. On vient d'avoir un partenariat aussi avec Romboots qui font le café avec le lait. Il y a plein de choses similaires et je ne veux pas rentrer en compétition, mais il doit y avoir aussi une synergie. Aujourd'hui, on a très difficile de travailler avec des grands groupes multinationaux parce qu'ils disent, oui, mais nous autres, on n'en a rien à foutre des producteurs ici. On doit avoir notre business. Et j'espère que même que je suis venu ici aujourd'hui tout le trajet. Et peut-être il y aura dans l'avenir un partenariat aussi avec Puratos. De toute façon, avec Fairtrade Belgique, on travaille ensemble. On a toujours bien travaillé ensemble parce qu'il y a une loi peut-être qui va s'installer pour définir c'est quoi le commerce équitable. Quand vous regardez aujourd'hui les annonces, tout le monde peut dire qu'il est équitable.
Je pense que là aussi, il y a un travail politique à faire. Mais pour moi, la clé de tout dans le commerce équitable, si le cacao, le banane, les fruits, je ne sais pas quoi, le lait, tout, c'est d'abord, on doit sauvegarder. Si on veut sauvegarder l'agriculture familiale, paysanne, si on veut une agriculture comme on l'aimerait bien l'avoir, avec des vaches dehors, aujourd'hui, les exploitations, c'est 200, 300 vaches, il ne faut plus au pâturage. Comme moi, je traite encore dehors mes vaches, tout ça, c'est génial. Mais si on continue la voie sur laquelle on est aujourd'hui en route, tout ça, ça va disparaître. Et croyez-moi, j'ai beaucoup perdu des collègues qui ont arrêté, qui ont eu des problèmes de santé et tout ça. Un agriculteur perdu, il ne recommence plus jamais. Il faut sauvegarder les jeunes, donner un avenir aux jeunes, parce que sinon, c'est bien ici. Chaque fois quand je viens ici à Bruxelles, je me dis, parfois je pose la question dans les enfants, d'où est-ce qu'il vient le lait? Allez, le lait, il vient du Tetra Pak, il vient de Aldi. Ils n'ont plus qu'une idée, tout le travail qui est derrière, qu'il faut une vache, qu'il faut une étable, qu'il faut du fourrage. Et après, si nous autres, on demande 45 cents pour la production d'un litre de lait, bienvenue. J'invite tout le monde qui pense que c'est trop. Achetez-vous une vache ou 10 vaches, vous construisez une étable, vous allez louer de la terre et vous essayez. Si on pense que nous, on gagne bien notre vie, faites-le. Toutes les possibilités sont ouvertes. Voilà, c'est avec ça que je veux clôturer mon petit discours. Et j'espère qu'il n'est pas trop facile. Et ce n'est pas une attaque vraiment, il ne faut pas le prendre mal. Ce n'est pas un truc contre Puratos, parce que moi, je connais vraiment le fonctionnement de Lactalis, de Arla, de Campina, leur fonctionnement. Je n'y connais rien. Et je suis sûr que Puratos, ils ont une bonne vision là-dedans. Bien, merci beaucoup. Que dire, mais dans ce genre de débat, on peut croire qu'une parole comme tu viens de tenir, comme ça, est quelque chose à éviter. Au contraire, il faut stimuler ce débat-là. Et moi, je suis content que tu me poses ces questions en ces termes-là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, je suis là, celui qui représente un petit peu... Je représente une entreprise, probablement pas toutes les entreprises dans le secteur. Et je voudrais dire que premièrement, nous, par rapport à aller faire de petites photos, on n'est pas dedans. C'est-à-dire que notre programme et les écoles que vous voyez ici, ce n'est pas une décision de Puratos de construire les écoles. Non, nous n'avons pas vocation à construire les écoles. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons un revenu aux planteurs. Il y a un revenu que nous donnons directement aux planteurs, qui est leur revenu standard, et puis la prime. Ça va directement aux planteurs. Et puis maintenant, quand on a collecté les 10 cents, c'est un montant et que l'on ramène à la communauté des planteurs. Et c'est la communauté des planteurs qui décide de ce qu'elle va faire de cet argent. Dans plusieurs pays, au Vietnam, en Philippines, au Mexique, ils prennent cet argent en cash. Mais dans des pays où on a encore beaucoup de besoins, comme un pays, un village sans école, et en tout cas, c'est des décisions de la communauté des planteurs. C'est vrai qu'en le présentant ici, ça a peut-être été montré comme si c'est nous qui faisions. Donc je suis tout à fait, merci de m'avoir permis de donner cet éclaircissement. Et je dirais enfin pour terminer que, en effet, cette guerre de misère n'est pas agréable. Dans tous les pays du monde entier, les agriculteurs souffrent. Et c'est en effet pas agréable de voir que quand on donne à ceux du Sud, on donne moins à ceux du Nord, et quand on donne à ceux du Nord, il y en a moins pour ceux du Sud. Nous, à Puratos, ce que nous faisons, et ça fait partie de ce qu'on appelle notre responsabilité sociale, c'est que là où on est, c'est là où on agit. Là où on achète du cacao, c'est là où on fait en sorte que... Et en effet, nous achetons des poires, nous achetons du lait et nous en avons eu la discussion ici et la poursuivrons. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Merci. Je vais laisser la parole au public. On va faire circuler un micro. Si vous avez des questions,
à poser à nos 3 invités. Vous pouvez lever la main, c'est facile. Sinon, je vais commencer par une première question ouverte. On verra qui la prend. Quand vous parlez, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment génial. On se dit qu'on va dans la bonne direction. Et en même temps, on dit qu'il y a quand même un changement d'échelle nécessaire pour que les choses se fassent. Quand tu parlais de, il y a des millions de tonnes de chocolat qui sont consommées tous les ans, et votre programme représente quelques petits pourcentages de la grosse masse. Pareil pour toi, tu dis en Belgique, il y a des millions de litres de lait, et ta marque ne représente pareil qu'un petit pourcentage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas encore à step up et à passer à une échelle plus grande? Est-ce que c'est des consommateurs qui ne sont pas aujourd'hui assez conscientisés, éduqués pour accepter de payer un peu plus cher leurs produits? Est-ce que c'est au niveau des politiques où il n'y a aucun soutien pour les marques, pour les aider à aller dans ce sens-là? En fait, selon vous, qu'est-ce qui coince pour aller plus loin? Koen, je te laisse la parole. Oui, si je peux commencer. Pour moi, en fait, c'est les 3. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc les changements au niveau politique, au niveau des consommateurs et au niveau des entreprises vont ensemble. Et maintenant, ce qu'on voit au niveau des entreprises, par exemple pour Puratos, donc les projets qu'ils mettent en œuvre, etc., c'est super, c'est génial, mais c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Et donc il n'y a pas de level playing field, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil qui est créé justement pour que les entreprises elles respectent vraiment la durabilité et la justice sociale dans leurs pratiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de réaliser par la législation, donc de créer cette seuil. Et c'est pour ça que je parlais tantôt aussi de la proposition d'une loi sur le devoir de diligence qui est actuellement, qui sera discutée justement le 22 septembre au Parlement belge à la Chambre. Parce qu'on va justement travailler là-dessus et on va évoluer vers ça. En France, il y a déjà une telle loi qui existe et puis au niveau européen, il y a plein de choses qui bougent, etc. Donc l'État doit vraiment prendre sa responsabilité, mais en même temps, c'est aussi au niveau des entreprises. Et je pense qu'Erwin l'a dit aussi, c'est au niveau des consommateurs aussi qu'il faut encourager ce changement au niveau des entreprises. Parce que s'il y a une demande réelle, les entreprises vont changer de cap aussi, c'est clair. C'est comme ça qu'on voit par exemple au niveau du cacao, on voit la part de marché de Fairtrade, des produits du cacao Fairtrade, ça a augmenté énormément ces dernières années et c'est aussi parce que les gens ils se rendent compte de tous ces problèmes que Sylvestre a évoqués aussi, le travail des enfants, la déforestation et le fait que les producteurs ne gagnent pas suffisamment leur vie. Donc moi je pense que c'est une responsabilité partagée entre ces différentes parties prenantes. Merci Koen. Moi, je voudrais dire que, en fait, le problème vient du fait que la durabilité est perçue différemment. Je parle ici pour les entreprises. Quand on voit la durabilité au niveau global, la base, c'est l'environnement. L'aspect économique, c'est les moyens. Et le but, c'est l'aspect social. C'est que quand on voit la durabilité sur le plan global, mais quand on la voit au niveau de l'entreprise, je disais, la base, c'est l'environnement. Au niveau de l'entreprise, la base, c'est le profit. Ça change déjà quelque chose. Et alors, si on change la raison même, au niveau global, si la raison est la société, le plan social, et qu'au niveau des entreprises, la raison, c'est faire du profit, c'est là où il y a le décalage. Et ce qui peut se faire, et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, en fait, les gouvernements doivent prendre leur responsabilité de faire en sorte de plier les entreprises. Moi, je le dis sans langue de bois. Il faut plier les entreprises et faire en sorte que ce besoin, ce but qui est un but de profit pour les entreprises ne laisse pas de côté les deux autres aspects de la durabilité. Et en ce point-là, les gouvernements, les politiques ont leur rôle à jouer. Et c'est pour cela que tout ce qui se fait en ce moment dans le Gisco en Allemagne, le Disco en Hollande, le Swissco en Suisse, le Frisco qui va rentrer bientôt en France et le Beyond Chocolate, c'est des initiatives qui vont plier, qui ont pour objectif de pousser les entreprises, de forcer les entreprises à aller dedans. Et ça, c'est très bien parce que ça va apporter une espèce d'harmonisation,
Maintenant, ce que j'espère, ce que je crains, c'est que quand on parle d'harmonisation, on a souvent des nivellements par le bas. Et que nous, à Cacao 13, on voit les choses et on espère que les choses seront un nivellement par le haut. Et nous allons continuer de pousser, de tirer et de marteler que les entreprises doivent contribuer pour beaucoup plus. Et on veillera, et j'espère que, je sais qu'on se rejoint, on se rejoint dans ces aspects-là. Il faut absolument que cette harmonisation, c'est ISCO, que ce soit le nivellement par le haut. Alors moi, je vois quand même la chose, avec mon expérience, pas complètement différent. Et c'est clair, on tape toujours sur les décideurs politiques. Et je pense que c'est toujours très facile. Moi, j'ai fait le combat syndical laitier pendant 15 ans. Je suis venu 2, 3, 4 fois en tracteur à Bruxelles. On a fait des manifestations devant le Parlement, dans toutes les institutions. On a été à Namur, on a été devant la Chambre et j'ai fait des discussions avec la Commission, avec n'importe qui. Et attendre que la politique va mettre quelque chose en place en faveur de nous, les producteurs, je n'y crois plus. La politique, aujourd'hui, elle est gérée par les grands groupes financiers, par les grands multinationales. Et leur pouvoir, il est tellement grand que je n'y crois plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais moi, personnellement, avec mon expérience, j'ai abandonné. Voilà, ça arrive après 15 ans, à un certain moment, tu dis. Mais on fait un combat politique aussi maintenant dans la commercialisation d'une marque équitable. C'est-à-dire là, on a un moyen de travailler et d'expliquer notre message directement avec les consommateurs via leur comportement des achats. Alors pourquoi, qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui la croissance? Je suis sûr que demain, on pourra doubler notre volume de vente si les consommateurs trouveraient nos produits dans les enseignes. C'est ça le grand souci qu'on a. Essayez une fois vous, demain, ou lundi, ou la semaine, essayez une fois, parfois, de chercher et de trouver les produits Fairwell. Souvent, on a beaucoup de messages, oui, mais je ne les trouve pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que la marge, elle est équitable aussi pour la distribution, mais la distribution, c'est aussi, allez, du moment qu'il y a une marque, j'appelle ça une marque privée, s'installe, et ils sont obligés d'avoir le produit parce que la pression du consommateur est tellement grande, ça affaiblit la position de les enseignes. Alors moi, j'y vais plus loin, c'est clair, il faut pression, mais essaye une fois de faire pression en politique par les élections. À la fin, tu les mets dans un sac, si c'est écolo, rouge, bleu, vert, je ne sais pas quoi, et tu le jettes en l'air, il y a toujours, à la fin, il n'y a pas de grands changements qui se font. Alors, la pression pour faire changer la politique, pour faire changer les gens, c'est dans la commercialisation, dans le comportement de nos achats. Si tout le monde consomme demain de l'énergie verte, ben voilà, la solution va venir. Mais alors, il y a cette synergie entre tout le monde. Et il ne faut pas y croire que ça va changer sur 3 ans, sur 1 an, sur 2 ans. C'est un processus de travailler avec les jeunes. Quand je vois ici les gens qui sont dans le public, pour moi, ce sont tous des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Il faut aller dans les écoles. Il faut exprimer une autre vision du monde. Parce que si on continue dans le monde dans lequel on vit, et je ne vois pas encore de grands changements, si, des paroles, oui, mais quand je vais en Afrique, je vois que les villes sont remplies de plastique. Les voitures qui roulent là-bas, ce sont les anciennes voitures avec lesquelles nous autres, on a roulé il y a 20 ans. Toutes les machines électroniques, tout ça, ça date, je ne sais pas de quand. Quand je vois qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau dans les grandes villes et qu'il y a tellement de travail à faire, alors je pense que vraiment les belles paroles des politiques, des milliards d'euros qu'ils vont investir, comme les industriels, le résultat, moi j'étais là-bas il y a 10 ans la première fois et que je retourne aujourd'hui 10 ans après, désolé, je n'ai pas vu vraiment des changements fondamentaux. Si, des petits projets à gauche et à droite. Et alors je le vois ici, la situation chez nous, si on n'arrive pas à développer notre marque,
Ben, l'agriculture, parce que chez nous, les 500 agriculteurs, producteurs de lait, ce sont tous des exploitations familiales qui essayent de survivre. Et croyez-moi, si on n'arrive pas qu'eux, ils ont un revenu correct avec Ferbel, dans 10, 15 ans, ils vont disparaître. Tantôt, j'ai bu un café, à la fin, alors la femme, elle dit, non, mais moi, je bois du lait végétal. Je ne bois pas du lait de vache. C'est une discussion, ce n'est pas la place ici. Oui, si je bois un lait de soja ou je bois un lait d'avoine ou je ne sais pas quoi, il faut aussi une fois creuser d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ces plantations, toutes les émissions CO2, on dit que nos vaches, ils font plein d'émissions CO2, mais que nos vaches, ils mangent de l'herbe qui fait aussi une concentration du CO2. Alors la discussion, elle est très large. Mais personne ne veut prendre des responsabilités. Mais nous, en tant que Ferbel, on a dit, à notre niveau, on prend les responsabilités. Parce que dire toujours c'est la faute des autres, c'est facile, c'est la faute des politiques, c'est la faute des multinationales, c'est la faute des grands groupes. Oui, la faute, c'est toujours chez quelqu'un d'autre. Mais d'abord, il faut regarder vers soi et essayer, sur son petite échelle, qu'est-ce qu'on a les possibilités de changer. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la question ici était comment peut-on faire mieux. Quant à faire, nous faisons déjà. Et je pense que je viens de l'illustrer ici. Et vous faites. Et c'est très très bien. Et nous, on ne va pas s'arrêter. Croyez bien que j'ai envie que Cacao Trace soit le chocolat le plus vendu. Et parce que c'est celui qui rapporte le plus aux planteurs aujourd'hui. Et ça, cette lutte-là, on va la continuer, on ne va pas l'arrêter. Et crois-moi, et si tu me vois, je suis prêt à aller à la bataille, et prêt à faire en sorte que ça se vende un maximum. Et on va continuer. Mais maintenant, quant à dire que font les autres, et c'est là où je dis, si quelqu'un ne veut pas être volontaire, qu'on le force. Et c'était ça mon propos. Non pas de dire que j'attends qu'on me force moi. Nous, on a une politique volontariste et je pense qu'il est reconnu aujourd'hui qu'on tire un petit peu ce secteur dans cela et on va continuer de l'être. Mais à qui ne veut pas avancer, je dis forcez-le. On va devoir s'arrêter là. On va poursuivre la discussion autour d'un café juste après. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce débat passionnant et toutes ces questions voilà, qui méritent d'être poursuivies. Merci aussi au public et merci à notre sponsor, Ferbel, qui a sponsorisé une partie de l'événement. Donc un grand merci d'être venu aussi d'aussi loin ce matin. On se retrouve plus tard. Merci.